C'est déjà la Saint-Valentin, j'imagine que vous avez vu les magasins se couvrir de cœurs, de boîtes de chocolat et de bouquets de roses. Mais pour celui qui s'intéresse au réel, il est évident que la Saint-Valentin a un sens plus secret, plus initiatique, plus profond que cette fête commerciale. Dans cette vidéo, je vous propose 3 clés pour retrouver l'authenticité de cette fête et faire de la Saint-Valentin une véritable fête de l'amour. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour poser avec vous un autre regard sur le monde. Alors si vous n'aimez pas le prêt-à-penser et que vous voulez vous faire votre propre opinion sur la Saint-Valentin, vous êtes en bonne compagnie. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître le regard essénien sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors Saint-Valentin, c'est un saint de la religion catholique, c'est un saint, un des premiers chrétiens qui a été martyrisé à Rome et qui est mort le 14 février et donc théoriquement, théologiquement, ça serait la raison pour laquelle il est célébré et au fil des siècles et relativement récemment, c'est devenu la fête de l'amour parce que bien sûr dans cette idée de martyr et de mourir pour sa foi, il y a l'idée de l'amour et du don de soi. Alors pour les Esséniens, l'hiver c'est la période de l'eau, de l'élément eau et le printemps c'est la période de l'élément air. Et vers la mi-février, puisque bien sûr à la Saint-Valentin il y a aussi des origines païennes, c'est-à-dire que dans l'hémisphère nord, toutes les cultures qui vivent avec les solstices et les équinoxes ont remarqué que à la mi-février la luminosité change, l'hiver n'est plus vraiment le même, l'angle du soleil implique des modifications importantes dans le climat, dans l'atmosphère qu'on ressent dans la nature, et donc ça rejoint tout à fait l'état d'esprit, l'état de conscience et le savoir-faire des Esséniens, qui est donc l'hiver lié à l'eau, le printemps lié à l'air, et donc on passe d'une énergie à une autre. Et évidemment, lorsque l'on imagine l'eau qui est posée avec la surface et l'air, on sent très bien qu'on entre complètement dans une autre dimension. Dans l'eau, il y a une forme de densité, d'épaisseur, de contact extrêmement intense et proche, parfois même de confusion dans les perceptions, dans les contacts, parce qu'on comme un poisson dans l'eau, il ne perçoit pas nécessairement qu'il est dans l'eau. Il se vit comme étant un et fusionné avec cet élément, alors que nécessairement, dès qu'on sort de l'eau et qu'on rentre dans l'air, on est complètement dans un espace beaucoup plus grand, avec un volume immense, avec une façon d'être et un mode d'existence complètement différent. Et ça rejoint de façon vraiment pertinente et intéressante cette idée d'amour et de don de soi, de mutuel, de partage avec l'autre. Et si on continue avec cette image de eau et air, on peut arriver sur cette image des fleurs, les fameux bouquets de fleurs de la Saint-Valentin, qui sont que une fleur, c'est un être qui vient de la terre, qui par l'eau prend une forme particulière, et au moment où elle ouvre sa corolle, sa fleur, sa floraison, elle va entrer dans l'air, mais seulement une partie d'elle va entrer dans l'air. C'est-à-dire que dans le don de soi, il y a cette idée d'air et d'échange beaucoup plus subtil et de mélange et d'association de nos pollens, de nos senteurs, de nos semences, mais qui est beaucoup plus subtil que dans le monde de l'eau, donc dans l'hiver. Et donc c'est à la Saint-Valentin que se propose que a lieu cette articulation, ce changement d'énergie. Et donc, si on parle de don de soi, eh bien on parle de soi nécessairement. Et là, effectivement, on peut se dire qu'il y a du boulot parce que qui est ce soi et quelle partie de nous on va échanger? Qu'est-ce qu'on va répandre dans l'air comme parfum? Qu'est-ce qu'on va donner de nous? Puisque la fleur ne se donne pas entièrement dans son parfum. Elle va mettre dans l'air seulement une partie d'elle-même. Il faut donc qu'elle se connaisse bien pour savoir quelle est la partie d'elle qui doit entrer dans l'air. Je vous propose, pour commencer cette discussion, de visionner avec moi un court extrait de la formation Amour et Relations qui est disponible sur mon site et qui décrit énormément, qui donne énormément de clés sur notre architecture intérieure, la constitution et les lois qui régissent les relations interpersonnelles, y compris dans le domaine amoureux mais aussi amical. Donc c'est de circonstances. On visionne ensemble cette vidéo et je vous retrouve juste après pour un petit débrief et je vous donnerai les 3 points fondamentaux qui sont vraiment pertinents si vous voulez comprendre le sens initiatique de la Saint-Valentin. La première chose sur laquelle il faut partir n'est pas du tout notre perception de l'amour, notre expérience ou nos problèmes de couple, nos problèmes de relation. Ce n'est pas ça le point de départ. Parce que si tu te bases sur un problème, eh bien c'est lui qui va fixer les règles du jeu. Un petit peu comme si je te disais, tu veux construire une maison sur un éperon rocheux ou sur un marécage, ou tu vois, dans une situation particulière, qui n'est pas évidente, et
tu voudrais étudier le marécage pour savoir comment faire ta maison. Tu dois d'abord connaître les lois de construction d'une maison, les lois d'architecture, et ensuite mettre en rapport ces lois avec la situation de ton terrain. Ça fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'un architecte étudie d'abord les lois de l'architecture et puis ensuite les cas particuliers d'application, de mise en pratique et les problèmes particuliers qui peuvent se poser. Le point de départ, si nous voulons parler d'amour, c'est que nous devons parler de la constitution de l'être humain. Donc on revient toujours dessus. De toute façon, je pense qu'il faut faire ça toute notre vie. Et j'aime bien pour ça reprendre ce schéma de la roue médecine des Esséniens parce que elle nous permet de replacer les situations et notre vie intérieure autant que notre vie extérieure dans un contexte global. Donc, cette roue médecine, si tu ne l'as pas étudiée dans d'autres formations, on la retrouve beaucoup dans l'école des anges, mais aussi dans la formation médecine sacrée, bien sûr. Elle représente l'être humain comme une succession de cercles concentriques, un peu comme quand tu coupes un arbre, il y a les cernes de l'arbre qui vont jusqu'au centre. Et donc la couche externe, c'est le corps physique. Donc lorsque tu te vois toi-même et lorsque tu vois une personne, tu ne vois que la couche la plus extérieure de son être. Et à l'intérieur de chaque être, il y a toutes les strates de la roue médecine des Esséniens, y compris en toi-même. Quand tu regardes ça, tu t'aperçois qu'à l'intérieur d'un corps, il y a une énergie animatrice très très dense, que tu vois souvent de prime abord, mais pas toujours. C'est l'énergie du désir. Et regarde, c'est l'énergie la plus dense, la plus lourde, et pourtant, elle peut être cachée. Tu le vois très bien, par exemple, même dans la nature. Tu as un animal, tu sais, une menthe religieuse, elle reste immobile, et en fait, elle est remplie du désir de capturer un animal, pourtant elle est immobile. Une plante carnivore aussi, une fleur qui est immobile, et pourtant elle veut, elle appelle, elle attire une abeille, un insecte pollinisateur. Tu peux être assis en face de quelqu'un qui est immobile, qui a un visage de poker, tu ne vois rien, il n'y a aucune expression, pourtant à l'intérieur il y a des désirs qui bouillonnent, et que tu ne vois pas. Ça veut dire que l'énergie de désir, qui pourtant est la plus dense et la plus lourde, peut passer en dessous de ton radar, peut passer au-delà de tes capacités de captation. Donc tu imagines bien que l'énergie qui est plus subtile que celle du désir, c'est-à-dire celle de l'émotion, du sentiment, du ressenti, elle peut te passer à des années-lumière. Ce qui explique qu'on peut vivre ensemble au quotidien sans jamais sentir ce que l'autre sent, sans jamais accéder à son sentiment. Et c'est ce qui est une source d'incompréhension majeure des êtres humains. Sauf que nous avons facilement tendance à nous focaliser sur nos relations pour leur reprocher des choses, alors que la roue médecine va te montrer qu'il faut d'abord te connaître toi-même. Parce que si tu peux être sourd et aveugle au sentiment d'une autre personne, et même à ses désirs, tu peux vivre avec quelqu'un sans savoir ce qu'elle veut. C'est qu'en réalité, tu peux vivre avec toi-même uniquement dans le plan physique et ne te connaître que dans ta dimension physique. D'ailleurs, si tu demandes à des humains qui ils sont, ce qu'ils font, ils vont très souvent te dire « Bonjour, je m'appelle un tel », c'est le nom que l'état civil leur a donné. Je fais tel métier, ça veut dire comment ils se connaissent d'après leur activité. Ils sont avocats, ils sont agriculteurs, ils sont plombiers. C'est ce qu'ils font qui les définit. Ils vont te dire peut-être leur âge, donc ils te parlent encore de leur corps physique. Tu comprends? Beaucoup d'êtres humains ne se connaissent que à travers. C'est pour ça que sur certains dessins de la roue médecine, on peut même mettre les actes comme expression la plus dense. Et à ce moment-là, l'énergie du désir, l'espace du désir en nous, il est déjà plus subtil que les actes. Parce que tu peux très bien faire une chose et en vouloir une autre. Alors dans les relations humaines, c'est énorme. Hein. Tu fais une chose, les actes manqués et tout ça. Tu fais une chose, mais en réalité, tu veux autre chose. Il peut donc déjà y avoir un décalage.
Ça veut dire que tu peux te connaître toi-même en restant complètement enfermé et limité à ton physique, les actes que tu fais qui t'identifient. Si tu rentres à l'intérieur de toi, que tu marches sur un chemin de connaissance de soi, tu vas commencer à acheter des bouquins de psycho, tu vas faire des tests pour te connaître, tu vas commencer peut-être à t'interroger sur ce que tu veux. Et là, tu t'aperçois que tu rentres dans un monde parfois assez obscur, assez inconscient. Ténébreux, pas dans le sens de méchant, vilain, mais dans le sens d'inconscient. Tu n'avais jamais réellement conscientisé ce que tu voulais. Tu ne l'avais jamais vraiment éclairé, cette partie de toi. Alors, comme vous l'avez vu dans cet extrait de la formation Amour et Relations, vous voyez, se connaître soi-même et connaître l'autre, c'est vraiment une entreprise d'une vie entière, et je ne sais pas si ça sera suffisant. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être un peu vain de croire que simplement en explorant notre inconscient, notre subconscient, on peut se connaître mieux soi-même et mieux comprendre l'autre pour arriver à une sorte de compréhension totale qui fait que nous pouvons avoir une relation fonctionnelle et harmonieuse. Et donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous propose vraiment 3 points pour aller à l'essentiel et pour ne pas se perdre dans une démarche de connaissance de soi et de connaissance de l'autre et de nos relations interpersonnelles qui pourraient prendre plusieurs vies. Le premier point que je vous propose, c'est que il faut d'abord poser à l'intérieur de soi que se connaître soi-même, c'est vraiment la base pour pouvoir se donner dans un acte d'amour mutuel, par exemple. Parce que qu'est-ce que tu vas donner de toi-même? Il faut donc être capable de te connaître, mais aussi de savoir que tu ne peux pas nécessairement tout connaître de toi. Donc, lorsque tu dis que tu veux te connaître et que tu as compris dans cette roue médecine toute la complexité de ton être intérieur et de savoir que tu n'as pas exploré tous ces espaces, il faut simplement le poser et l'accepter. Et moi, j'adore l'histoire de Roméo et Juliette, pas dans le sens que on aime jusqu'à mourir, mais dans le sens que Roméo et Juliette s'aiment au-delà des conditionnements extérieurs. C'est-à-dire qu'a priori, ils devraient ne pas s'aimer parce que leurs familles sont en lutte et l'interdisent. Mais eux, ils se connaissent tellement eux-mêmes et ils ont tellement accès à eux-mêmes qu'ils se reconnaissent l'un l'autre. Ils sont tous les deux capables, c'est des exemples, d'êtres qui sont capables, parce qu'ils se connaissent, qu'ils ont accès à leur sphère intérieure dans leur roue médecine, à leurs désirs, leurs sentiments, leurs pensées, tout ça, qu'ils sont capables de se relier malgré tout, en dépit du contexte extérieur. Et donc, ça veut dire qu'ils ne s'identifient pas tellement à leur nom de famille, à leur clan, à leur rivalité, à leur vendetta, mais ils s'identifient à eux-mêmes. Et je pense que vraiment, pour se donner soi-même et parler de ce fameux échange amoureux, il est absolument essentiel de revenir à cette notion qu'il faut d'abord se connaître soi-même et donc placer la connaissance de soi en priorité. Ensuite, il y a cette notion de cadeau dans la Saint-Valentin, ce cadeau, parce que s'aimer, c'est faire un cadeau à l'autre, et c'est que l'autre se donne aussi en cadeau. Donc, le véritable cadeau, c'est soi-même en réalité, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes, notre être intérieur, le cadeau pour l'autre. Et donc, je suis une partie du tout, une partie seulement. Je n'ai pas donc la prétention d'être la totalité que tu dois aimer. Tu es une partie du tout, et tu n'es donc pas la totalité de l'univers. Malgré les paroles de beaucoup de chansons, que tu es mon tout, je n'ai besoin de rien d'autre et tout. C'est une illusion. Il faut arrêter de mettre la pression sur l'autre, ou sur soi-même, pour être tout pour l'autre, et de penser que ça serait ça l'amour, et que l'autre soit tout pour nous. Il n'est qu'une fraction de l'univers entier, et je ne suis qu'une fraction. Par contre, ces deux parties peuvent s'accorder et s'échanger pour goûter un exemple de ce que c'est la reliance et la connexion, la synergie, l'intelligence et l'harmonie. Mais ça ne veut pas dire que l'autre doit remplacer la totalité du reste de l'univers avec lequel tu peux être en échange et en communication. Je pense que donc une des clés que je vous donnerai pour ce deuxième point, c'est de ne pas chercher à être parfait, même dans notre relation, mais simplement d'être honnête. C'est-à-dire, tu vois la roue médecine avec tous ces cercles concentriques et la complexité que ça implique. Je ne me connais pas entièrement, mais je suis honnête, aujourd'hui, voilà où j'en suis. Je sais que toi aussi, tu ne te connais pas entièrement, et j'arrête d'exiger de toi que tu te connaisses entièrement pour moi. Aujourd'hui, tu en es là, moi j'en suis là. Nous sommes tous les deux dans les mêmes galères, les mêmes joies, les mêmes peines, le même cheminement. Eh bien, on se donne la main pour cette randonnée, et
Aujourd'hui, nous en sommes là. J'en suis là, tu en es là, nous en sommes là. Et puis demain, on verra. Et je pense que de prendre l'habitude d'arrêter d'être trop dur avec soi ou avec l'autre, et plus d'être dans l'acceptation de cette honnêteté mutuelle d'un partage, d'une amitié finalement, qui serait une base de l'amour, eh bien, ça va rendre les relations beaucoup plus fonctionnelles. Le troisième et dernier point, c'est que finalement, tu sais quoi? Plus tu vas être toi-même, honnête, dans l'honnêteté intérieure et extérieure, plus tu vas prendre ta forme, plus ça va être facile pour les autres de savoir à quoi s'attendre avec toi, si tu leur corresponds ou tu ne leur corresponds pas, et comment ils peuvent entrer en relation avec toi. Et j'aime bien prendre cette image d'un puzzle en comparaison, c'est-à-dire que chacun de nous est une pièce du grand puzzle de la vie, et donc tu es une pièce de ce puzzle et tu as une forme. Mais au lieu de regarder les besoins de l'autre et de te dire « je vais me transformer, me modifier pour remplir ses besoins, pour correspondre, pour épouser sa forme », il faut au contraire vraiment faire l'opposé total. Il faut contacter, entrer en conscience de ta forme. On est d'accord aujourd'hui parce que nous changeons, nous évoluons sans cesse. Mais prendre ta forme, l'exprimer, l'affirmer, la déployer, sans trop de concessions, et ça va permettre à l'autre de s'ajuster à tes besoins et de savoir si tu lui corresponds. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas que, tu vois, c'est pas l'état d'esprit que je vis avec cette personne, donc je dois sans arrêt m'adapter à cette personne, ou elle doit s'adapter à moi, peu importe qui tient qui porte le pantalon. C'est plutôt que j'ai rencontré une personne qui, de manière générale, peut bien fonctionner avec moi parce que nous sommes relativement complémentaires. Et tu comprends, ça fait que tu commences à aimer la différence et à l'apprécier pour ce qu'elle est. Et l'autre aussi aime ta différence et l'apprécie pour ce qu'elle est. On arrête donc d'essayer de couper ce qui dépasse ou de faire des creux là où il n'y en a pas pour que l'autre nous ressemble ou corresponde à nos besoins. Tu vois, un peu comme dans ça t'est peut-être arrivé, moi ça m'est arrivé dans un puzzle d'être persuadé que c'était la pièce qui allait là, et tu t'énerves, et puis finalement non, c'est toi qui as forcé pour la faire rentrer, mais ça marche pas. Et ça cause quoi? Des tensions et des souffrances. Donc je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que nous sommes un cadeau pour l'autre, l'autre est un cadeau pour nous, et donc à la condition d'être qui nous sommes et que l'autre soit qui il est, nous allons savoir si effectivement c'est un cadeau qui nous correspond ou si nous sommes le cadeau pour l'autre, possiblement qui correspond à ses besoins, à sa forme finalement, comme c'est dans ce grand puzzle de l'humanité. Donc, être qui nous sommes, être authentique et sincère dans nos relations, ne pas avoir peur de ça, au contraire, c'est tellement la base, chacun de nous, d'être qui nous sommes, pour dire bien clairement à l'autre à quoi il doit s'attendre, à quoi il peut s'attendre, et nous, quelles sont nos attentes. Parce que dans une pièce de puzzle, tu as des creux aussi, il y a des vides, il y a des manques que l'autre peut combler. Mais il ne peut le faire que si tu as clairement établi quels sont tes besoins et quels sont tes manques pour qu'une complémentarité, une synergie, ce qu'on appelle l'amour, puisse grandir et agir finalement dans cette synergie. Ma façon à moi d'exprimer mon authenticité, finalement, de me partager avec les autres, eh bien, c'est de partager avec vous l'enseignement essénien comme je le fais ici sur YouTube, mais aussi dans toutes les formations où bien sûr on a plus de temps, alors je développe et j'approfondis. Je partage avec vous les grandes lois de l'enseignement, les grands principes, les grandes théories des grandes lois de la vie, mais aussi mes expériences personnelles et des exemples concrets de choses que j'ai moi-même vécues ou que mes patients en thérapie ont vécues. Et donc ça fait un ensemble, je trouve, super riche et intéressant qui peut nourrir énormément vos vies intérieures. Alors par rapport à l'authenticité, à l'amour, à la connaissance de soi, aux relations, eh bien j'ai créé cette formation Amour et Relations en vidéo sur le site internet. Il y a aussi le livre extrait de la formation. Étudier les relations de l'amour, ça nous permet bien sûr de construire des relations saines à l'intérieur de soi, entre nous-mêmes. C'est vraiment une base. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à étudier les lois de l'amour dans cette formation et dans cet ouvrage parce que, comme moi, je pense que ça vous sera utile pour avoir une meilleure présence à soi-même, au monde et du coup pouvoir créer des relations saines par un entourage naturel qui va survenir dans notre vie, dans des rencontres amicales et amoureuses. Parce que lorsque nous nous connaissons mieux et que nous nous exprimons mieux, nous pouvons mieux nous donner aux autres en partage et mutualiser nos énergies. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour ne rien manquer des futurs épisodes. Merci pour votre ouverture et votre curiosité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre regard sur le monde.